Que de livres, mon Dieu, et combien nous manque le temps et parfois l'envie de les lire. Ma propre bibliothèque, où autrefois pas un livre n'entrait sans avoir au préalable été lu et digéré, s'encombre peu à peu de livres parasites, qui souvent y arrivent sans qu'on sache comment, et qui, par un phénomène d'aimantation et d'agglutination, contribuent à élever la montagne de l'illisible. Et, au milieu de ces livres, perdus, ceux que j'ai moi-même écrits. Je ne dis pas dans 100 ans, mais dans 10 ans, dans 20 ans, que restera-t-il de tout cela? Peut-être seulement les auteurs qui viennent de très loin, la douzaine de classiques qui traversent les siècles, bien souvent sans être beaucoup lus, mais vaillants et vigoureux, par une sorte d'impulsion élémentaire ou de droit acquis. Les livres de Camus, de Gide, qui voilà à peine 2 décennies étaient lus avec tant de passion, quel intérêt ont-ils à présent, alors même qu'ils furent écrits avec tant d'amour et d'effort? Pourquoi dans 100 ans continuera-t-on à lire Quevedo et pas Jean-Paul Sartre? Pourquoi François Villon et pas Carlos Fuentes? Que faut-il donc mettre dans une œuvre pour durer? On dirait que la gloire littéraire est une loterie et la survie artistique une énigme. Et malgré cela, on continue à écrire, à publier, à lire, à gloser. Entrer dans une librairie est effrayant et paralysant pour n'importe quel écrivain. C'est comme l'antichambre de l'oubli. Dans ces niches de bois, déjà les livres s'apprêtent à sombrer dans un sommeil définitif, souvent sans même avoir vécu. Quel est cet empereur chinois qui détruisit l'alphabet et toute trace d'écriture? N'est-ce pas Hérostrate qui incendia la bibliothèque d'Alexandrie? Ce qui pourrait peut-être nous redonner le goût de la lecture, ce serait de détruire tout ce qui a été écrit et de repartir, innocemment, allègrement, à zéro. Nous vivons dans un monde ambigu. Les mots ne veulent rien dire. Les idées sont des chèques sans provision. Les valeurs sont dépourvues de valeur. Les personnes sont impénétrables. Les faits un fatras de contradictions. La vérité une chimère et la réalité un phénomène si diffus qu'il est difficile de la distinguer du rêve, de la fantaisie ou de l'hallucination. Le doute qui est la marque de l'intelligence est également la tare la plus abominable de mon caractère. Il m'a fait voir et ne pas voir, agir et ne pas agir, a empêché en moi la formation de convictions durables, a tué jusqu'à la passion et m'a finalement donné du monde l'image d'un tourbillon où se noient les fantômes des jours, sans rien laisser d'autre que des bribes d'événements fous et des gesticulations sans cause ni finalité. Théorie de l'erreur initiale. Dans toute vie, il y a une erreur préliminaire, apparemment banale, tel un acte de négligence, un faux raisonnement, l'apparition d'un tic ou d'un vice, qui engendre à son tour d'autres erreurs. Caractère cumulatif de celle-ci. À ce sujet, image du train qui, par suite d'une méprise de l'aiguilleur, prend la mauvaise voie. Il serait plus juste de dire par suite d'une inattention du conducteur de la locomotive. Plus juste encore d'imputer l'erreur au passager qui se trompe de wagon. Ce qui est sûr, c'est que le passager se trouve à court de provisions, que personne ne l'attend sur le quai, qu'il est expulsé du train, qu'il n'arrive pas à destination. Nous pouvons garder en mémoire beaucoup de choses, images, mélodies, notions, raisonnements ou poèmes, mais il est 2 choses que nous ne pouvons retenir, la douleur et le plaisir. Nous pouvons tout au plus garder le souvenir de ces sensations, mais pas les sensations du souvenir. S'il nous était possible de revivre le plaisir qu'une femme nous a donné ou la douleur qu'une maladie nous a causée, notre vie deviendrait impossible. Dans le premier cas, elle se muerait en répétition, dans le second, en torture. Comme nous sommes imparfaits, notre mémoire est imparfaite et nous restitue seulement ce qui ne peut nous détruire.